Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à une autre chronique sur le chapitre 8 et 9 aujourd'hui. Donc, on continue les cours de pesticides à distance. Chapitre 8, les technologies d'application. Donc, aujourd'hui, on ne verra pas les calculs. Ça sera un peu plus tard cette semaine. Puis, chapitre 9, c'est les situations d'urgence où ça va assez vite. Donc, je vais tout de suite commencer. En fait, les technologies d'application, on parle de machinerie. Je passe assez vite les machineries parce que normalement, euh, en horticulture ornementale, c'est rare qu'on fasse ça avec des gros tracteurs. Souvent, ça va être chez les terrains de monsieur, madame, tout le monde. Donc, souvent, c'est des cruches avec des pompes en arrière d'un pick-up. On pulvérise sur le terrain. Ça peut être aussi des petits pulvérisateurs dorsales, donc moi, ce que j'appelle le jetpack. Des petits pulvérisateurs manuels, des petits pompeux. Donc, horticulture ornementale, c'est vraiment plus petit. Si on allait en agriculture, ben là, on aurait des gros tracteurs. Fait que c'est des tracteurs qui tirent un pulvérisateur, un tracteur avec un pulvérisateur direct dessus, ou un gigantesque pulvérisateur avec un moteur qui fait que ça l'avance d'un champ. Donc, en agriculture, on a plus de choix, mais en horticulture ornementale, souvent, vous allez voir, ça va être des petits pompeux, des petits pompeux dorsales, ou quand c'est un peu plus gros, ben, c'est vraiment une cruche qui est mise dans un pick-up avec une pompe et une hausse pour pulvériser. Donc ça, je passe assez rapidement. On pourrait voir aussi toutes les pièces qu'il y a dans la machinerie. Fait que, tu sais, le manomètre qui calcule la pression, le boyau, les buses, la cruche, tout ça. Mais on va plus parler des buses, en fait, parce que c'est ça qui est plus important. Les buses, en fait, vous avez un tableau. Je ne sais pas trop à quelle page de votre cahier de notes, ceux qui ont leur cahier de notes. Moi, je les reproduis ici. Fait qu'en fait, on voit différents types de buses qui vont être utilisés pour différents types de traitements. Donc, je vous ai fait un beau petit tableau ici qui est à la page, je peux vous le retrouver, la page de votre cahier, c'est pas bien loin, à la page 77 de votre cahier en bas. Donc, ce que ça dit un peu, euh, la buse qui fait un jet plat. Donc, le jet plat, c'est vraiment juste une ligne qui avance. Ça, la grosseur des gouttes, c'est des gouttes moyennes. Des gouttes moyennes, en fait, ça fait de la dérive moyenne. Je ne l'ai pas marqué, j'aurais pu vous le marquer, là, dérive moyenne. Attends, je vais vous le marquer. De même, dérive une petite vague moyenne. Et c'est utilisé normalement pour des herbicides, ça. Donc ça, c'est important de savoir que le jet plat, on l'utilise pour des herbicides. Il y a une buse aussi, c'est un jet conique vide. Donc, c'est comme un peu une douche vide. Donc, jet conique vide, ça fait des petites gouttes. Donc, ça pulvérise des petites gouttes. Quand on a des petites gouttes, ça a plus de chances de pogner dans le vent, donc il y a plus de chances de dérive. Et on se souvient que les petites gouttes, on prend ça pour des petits insectes. Donc, des feuilles, c'est plus grand. On prend les plus grosses gouttes. Des insectes, c'est plus petit. On prend des petites gouttes, puis les petites gouttes, c'est avec les jets coniques vides. Et dernier aussi buse qu'on peut utiliser, le jet conique plein. En fait, c'est vraiment, c'est comme une douche, mais pleine finalement. Là. Avec ça, c'est des grosses gouttes. Des grosses gouttes, ça fait moins de dérive. Et ça, normalement, c'est plus pour les fongicides qu'on utilise. Donc, les fongicides, souvent, on va traiter ça sur tout un arbre. Tout un arbre, c'est très gros. Fait qu'on prend des très grosses gouttes. Des insectes, c'est plus petit, on prend des petites gouttes. Puis là, finalement, les herbes sont moyennes, fait qu'on prend des moyennes gouttes. Donc, c'est important de savoir que le jet plat, on prend ça pour des herbicides. Jet chronique vide pour des insecticides. C'est surtout les deux qu'on parle. Puis fongicide, ça va être le jet conique plein. Donc ça, c'est pour le petit tableau en bas de la page 77. D'un buzz aussi. En fait, il y a deux composants des buses. Il y a le filtre puis la pastille. Le filtre, en fait, lui, c'est pour pas qu'il y ait des cochonneries qui passent, tout simplement. Puis la pastille, ça influence la grosseur du jet puis l'angle du jet. Donc, si ça pulvérise comme ça pulvérise comme ça, comme ça. Puis la grosseur aussi des gouttes. Donc, ça, c'est la pastille. On va en reparler un petit peu plus loin avec le tableau de calibration. Euh, Aussi, les angles de pulvérisation, en fait, qui peut être intéressant à. Encore là, je vous ai fait un petit dessin. Ça, c'est à la page 78 de votre cahier de notes.
Donc, les angles, souvent les buses, soit qui vont pulvériser à 80 degrés ou à 110 degrés. Ce qui est important de savoir, en fait que là, vous me connaissez, moi j'aime ça faire des petits dessins pour expliquer. Si on pulvérise à 80 degrés, bien là, à telle hauteur, c'est là que tout va être touché. Tandis que si on pulvérise à 110 degrés, donc ça l'ouvre plus, finalement, on atteint notre surface touchée au complet plus vite. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut diminuer la hauteur de la rampe, on va prendre un plus grand angle. En diminuant la hauteur de la rampe, comme ça, il va avoir cette distance-là entre notre rampe. Là, on parle ici, si on exemple un tracteur, notre rampe, puis ce qu'on veut pulvériser. Tandis que là, notre rampe est ici, puis on pulvérise pas mal plus bas. Donc, quand il y a une grosse hauteur, ben, il y a plus de chances de dérive. Donc, idéalement, il faut qu'on descende le plus possible la rampe. Donc, pour ça, on va choisir des buses avec des angles plus grands. S'il y a des questions là-dessus à l'examen, n'hésitez pas à vous faire des petits dessins. Tu sais, là, j'ai clairement pas pris un rapporteur d'angle. Tu sais, j'ai fait un angle plus petit que 90, puis un angle plus grand que 90. J'ai mis ça sur une rampe, puis je me suis dit, ah ben là, oui, celle-là, je vais clairement pouvoir plus le descendre que celle-là ici, qu'il va falloir qu'elle soit plus haute pour être capable de toucher tous nos ravageurs. Donc ça, faites-vous un petit dessin à l'examen s'il y a une question à vous dire, je sais pas, avec quel angle il faut qu'on baisse plus la rampe, exemple. Donc les petits dessins, ça va être bien gros. Donc, pour diminuer la hauteur de la rampe, on prend un angle plus grand, comme c'est dessiné ici. Puis il y a aussi l'espacement des buses. Excusez mon écriture, sauf que là, vu que je suis en selfie sur mon téléphone, il faut que j'écrive à l'envers, donc c'est un peu embêtant. L'espacement des buses. Encore là, s'il y a des questions là-dessus à l'examen, faites-vous un petit dessin. Donc là, j'ai fait sur ma rampe de pulvérisation, j'ai mis 5 buses côte à côte, puis là, dans le même distance, j'en ai mis seulement 3. Puis j'ai regardé, ben, si s'il y a un plus grand espacement, encore là, ma rampe va être plus haute avant qu'on atteigne toute la surface touchée. Donc, si j'ai un plus petit espacement, ben là, je peux descendre plus ma rampe. Donc, si l'espacement est plus grand, ben ma rampe va être plus haute. Si ma rampe est plus haute, il y a plus de chances de dérive. Donc, idéalement, on veut vraiment aller chercher des rampes, les descendre le plus proche du sol possible. Donc, c'était la différence entre les espacements des buses et puis l'ouverture des buses. C'est pas trop sorcier ça, mais comme je vous dis, si vous posez des questions à l'examen, faites-vous un petit dessin sur le bord de la page, puis vous allez trouver la réponse. Souvent, en fait, ça va être marqué dans le guide du fabricant aussi sur quelle buse utiliser. Donc, dans le guide du fabricant des buses, ça va vous dire, bon, ben, la buse, tel numéro ou telle couleur, vous l'utilisez pour tel insecte ou tel champ, telle culture. Toutes les buses aussi portent des numéros. Souvent, les numéros, on va voir aussi plus tard que ça l'égale une couleur. Donc, les fabricants ont fait une charte de couleurs. Donc, la buse orange, c'est telle affaire. La buse jaune, telle affaire. La buse verte, c'est telle affaire. Mais en fait, les numéros qu'ils portent, c'est souvent, par exemple, c'est avec la buse 8001, 8004 ou 11004, 11001. Fait que tout simplement, si c'est 8001, ça veut dire que l'angle de la buse va être 80, puis le 01 après, ça va être la grosseur des gouttes. Fait que 8001 ou 8007, ben, les gouttes 07 vont être plus grosses que les gouttes 01. Même chose, 11001, 11007, ben, 110 c'est l'angle de la buse, 01 la grosseur de la goutte ou 07 la grosseur de la goutte plus grosse. Donc, c'est les numéros, mais souvent, maintenant, c'est avec une charte de couleurs. Je vous invite à aller prendre, je vous ai mis en annexe là-dessus. Attendez, je vais le rechercher. Je vous ai mis en annexe un tableau des buses. Donc, pour le prochain petit exercice, ça va vous le prendre. Donc, au pire, faites pause aux vidéos, allez le chercher. C'est pas bien compliqué, mais il risque d'avoir des questions là-dessus à l'examen ou une question. C'est sûr que s'il y a une question avec le tableau de calibration des buses, ben, on va vous donner le tableau, donc vous allez pouvoir chercher. Ça va être à l'examen, le tableau va être là, donc c'est pas à apprendre par cœur. Donc, ce qui est important, en fait, à savoir, maintenant que vous l'avez sous les yeux, ce tableau-là, donc on a à gauche la couleur des buses.
C'est aussi nos numéros, le 8002, 8003, 11007. Ça irait avec ça. Mais là, ici, c'est une charte avec des couleurs, donc ça va assez bien. Donc, la couleur des buses, la pression, donc à quelle pression on fait sortir le produit, le pesticide de notre pulvérisateur. Il y a la pression. Donc, on peut voir que la pression puis le débit, ça va ensemble. Plus il y a de pression, plus il va y avoir de débit qui va sortir. C'est bien niaiseux, mais quand on va aux toilettes pour pisser, si on force pour mettre plus de pression, ben, il y a plus de débit qui sort, hein, c'est sûr, c'est la même affaire. Donc la pression, quand elle augmente, ça va être le débit qui augmente. Puis après ça, on a les litres par hectare, donc toutes les vitesses. Les litres par hectare, en fait, c'est le taux d'application qu'on appelle. Un taux d'application, ça veut dire qu'on met combien de litres de produit dans un hectare. Un hectare, en passant, c'est 100 mètres par 100 mètres. Donc, c'est un champ de 100 mètres par 100 mètres. Donc, on peut voir ça, on regarde avec la buse jaune, avec la première pression en haut, une pression de 0,5 bar, un débit de 0,39 litres par millimètre. Si on regarde à 6 km/h, on a un taux d'application de 39 litres par hectare. Donc, si avec la buse jaune, on va à 6 km/h, on va appliquer 39 litres de produit par hectare. Si on accélère, en fait, c'est sûr qu'en accélérant, on va en appliquer moins. Parce que moi, si je vais à telle pression, je vais à 6 km/h, je vais appliquer telle quantité, ici c'est 39. Mais si je vais à 12 km/h, c'est sûr que j'en applique moins. T'sais, lui, il va plus vite, ça va aller. Lui ici, il va en appliquer moins que si je vais plus lentement. Donc, ce tableau-là, c'est important d'être capable de le comprendre. En fait, ça se peut qu'à l'examen, puis j'ai fait des petits exercices aussi qui sont annexés aux vidéos. Si on vous demande, exemple, je ne sais pas moi, je cherche un taux d'application de 175 litres par hectare, quelle serait la buse la plus utile? Ben là, je vais aller voir dans mon tableau, 175. Pas obligé d'être 175 pile. Si j'ai 173, on se rapproche. Donc, on va chercher celle-là qui se rapproche le plus. Donc là, 175, je ne sais pas trop. J'ai un 166, j'ai un 182. Orange, j'ai un 182 à 6 km/h. Donc, c'est quand même intéressant. Fait que j'étais à 7 à côté. Sinon, je pense que c'est 179, vous voyez. Ils sont allés voir la buse rouge à 8 km/h, 179. Donc ça serait pas mal notre réponse. Il y en a peut-être d'autres, là. Je n'ai pas tout fouillé le 179 et un 174, mais bref, à l'examen, on va vous donner une charte de même, puis il risque d'avoir une question qui dit, bon, ben, quelle est la vitesse que je dois aller si je veux tel taux d'application. Donc, c'est pas vraiment sorcier, mais faut déjà l'avoir regardé. Donc, dans les exercices, anyway, je vous ai fait deux petits exercices là-dessus, juste pour vous catcher un peu comment fonctionne le tableau. Fait que c'est ça, c'est pas trop sorcier. Ça clôt grosso modo le chapitre 8. Il va rester toute la partie des calculs donc à faire. Ça va être une autre petite capsule d'ici la fin de la semaine. Mais ça clôt le chapitre 8 de la théorie. Donc ce qui est important de ce chapitre-là, c'est GEP-là, c'est pour des herbicides, G-conique vide pour des insecticides, G-conique plein, c'est pour plus des fongicides. Il faut qu'on comprenne les angles puis les espacements. Puis le tableau tableaux de calibration, c'est bien important. Je fais aussi le chapitre 9 en même temps parce que le chapitre 9 il est vraiment pas long. C'est les interventions d'urgence. C'est assez simple, les interventions d'urgence, mais en tout cas, j'en parle quand même. Puis je tiens à vous dire que le chapitre 9, en fait, à l'examen de pesticides intérieurs, il n'y a pas de question. Moi, j'ai toute la charte ici. Puis, examen de pesticides intérieurs, il n'y a pas de question sur le chapitre 9. C'est juste le chapitre 6, 7, 8. Donc, les sécurités, les stratégies de lutte intégrée, puis les technologies d'application. Mais ça fait quand même, ça veut dire qu'on va plus en profondeur dans ces chapitres-là. Puis, pesticides extérieurs, ben là, il y a des questions sur tous les chapitres. Donc, les interventions d'urgence, en fait. Les situations d'urgence qu'il peut avoir, ben, il peut y avoir des déversements accidentels, il peut y avoir des feux, il peut y avoir des intoxications, donc si on avale par inadvertance, puis il peut y avoir des vols de pesticides. Donc, s'il y a des déversements accidentels, des incendies, il faut appeler Urgence Environnement. C'est sûr, on ne laisse pas ça de même, il faut appeler Urgence Environnement pour dire, bon, ben, j'ai déversé tant de pesticides, qu'est-ce qu'il y a à faire? Des intoxications, on appelle le centre antipoison. En fait, ça, c'est pas mal le plus important. Intoxication, première chose à faire, c'est appeler le centre antipoison avec le numéro d'homologation. Donc, les autres vont rapidement être capables de vous dire, vous avez le pesticide,
je sais pas moi, 24-256, il rentre là-dedans, ok, c'est tel type de pesticide, faites pas vomir, faites ci, faites ça. Donc, appelez 136 poisons avec le numéro d'homologation, c'est la première chose à faire si vous avez une intoxication. La priorité d'action, chapitre 9, je vais le passer plus rapidement parce que c'est ça, il est important, mais on s'entend un peu moins important. La priorité d'action, première chose à faire si il y a des intoxications, le plus important, même incendie, déversement, c'est assurer sa propre sécurité. S'il y a un incendie, avant d'appeler les pompiers, sors de là, protège-toi, c'est tout le plus important. Donc, tu assures ta propre sécurité. Deuxième chose, tu regardes, y a-t-il des personnes blessées? Donc, évacuer les personnes blessées. Après ça, on avertit les autorités. Donc là, on appelle le 911. Après ça, on éteint le feu ou si c'est un déversement, on le circonscrit. On met des remblais pour pas que ça aille plus loin. Puis en dernier, on décontamine le site. Mais le plus important, c'est assurer votre propre sécurité. Donc, tu assures ta sécurité. Après ça, tu checkes les autres. T'appelles le 911. Puis après ça, ben, t'éteins ou tu, euh, tu gardes le déversement contrôlé. C'est sûr que si vous êtes plusieurs, ben là, il y en a un qui peut appeler le 911 pendant que l'autre va checker, regarde s'il n'y a pas des gens évacués, exemple. Là, mais si tu es tout seul, c'est important de faire une belle suite. Des déversements, puis là, on va les passer un peu toutes nos situations d'urgence rapidement. Déversement, en fait, ce que ça peut intoxiquer, ça peut intoxiquer des humains, des animaux, puis des végétaux. Puis ça peut contaminer, donc ça l'intoxique quelque chose de vivant, ça contamine quelque chose de non vivant, donc ça peut contaminer des sols, des cours d'eau, des aliments de consommation, d'autres pesticides, hein, si on est dans l'abri de pesticides, ou des surfaces comme du béton, du bois, des puits qu'on peut contaminer. Quand il y a un déversement accidentel, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut creuser au moins 5 cm en dessous de la limite de la pénétration du déversement. Donc, pour toute cette terre-là, on met ça dans un baril, puis on va appeler Urgence Environnement pour dire ben, j'ai un gros baril de pesticides mélangés avec la terre, qu'est-ce que je fais avec? Ils vont vous dire quoi faire. Puis, ça, c'est pour un déversement moins important, donc on creuse jusqu'à en dessous de la limite. Si c'est un gros déversement, ben là, on va faire des remblais autour pour pas que ça aille partout dans le champ, exemple. Euh, un incendie, ben en fait, il faut faire attention. Un incendie, il n'y a pas juste le feu qui peut être dangereux pour nous. Donc oui, l'incendie, le feu, ça peut nous brûler. Il peut y avoir des explosions qui vont être reliées à ça. En fait, il y a le feu, il y a les explosions, il y a des intoxications à vapeur puis au gaz. Donc c'est sûr que si ton pesticide brûle, il ne faut pas que tu en respires. Puis quatrième chose, il peut y avoir des eaux de ruissellement lors de l'extinction. Fait que t'arroses, il y a de l'eau qui peut ruisseler avec des pesticides. Faire attention à ça. Mais rendu là, bien souvent, les pompiers vont être sur place. Fait que c'est eux qui vont gérer ça. Puis je finis avec les intoxications. C'est souvent ce qu'on va vivre. Moi, j'ai jamais vécu de vol de pesticides. Ouais, s'il y a un vol de pesticides, en fait, appelle la police, tout simplement. Fait que j'ai jamais vu de vol de pesticides, de déversement, d'incendie, mais des intoxications, je vous l'ai déjà raconté, j'en ai déjà vécu, j'ai déjà du monde que je connais qui en ont vécu. Donc, intoxication, première chose, c'est on se protège nous-mêmes. Après ça, on sort la victime d'où elle est, si c'est pas vous la victime. Donc, tu sais, souvent on entend ça des fois l'été dans les fosses à purin. Quelqu'un, je sais pas, mon oncle a vu son frère dans la fosse à purin qui était en train de mourir. Il a essayé d'aller chercher, il est mort. Là, l'autre frère, a essayé d'aller chercher. Fait que finalement, t'as comme 3-4 personnes qui meurent à la place de. Il y en a une première personne qui fait comme c'est-tu dangereux si je m'en vais là. Fait que, tu sais, à la place, il y en a un qui soit mort, il y en a toute la famille est morte. Ben, protège-toi en premier. Après ça, sors la victime de là si tu peux. Les premiers soins de la victime. Puis après ça, le centre antipoison. Tu appelles le centre antipoison avec le numéro d'homologation, bien important. Intoxication, ça c'est une intoxication normale. L'intoxication cutanée, donc si on en a sur la peau, on enlève les vêtements, on lave à l'eau froide. Donc prenez le boyau puis lavez en masse, passez-vous en dessous de la hausse. Pas oublier les cheveux puis les ongles qu'il peut en avoir. Des intoxications orales en fait. Donc si on en respire ou si on en mange par inadvertance, on appelle le centre antipoison. That's it, that's all. Donc donnez pas de verre d'eau, faites pas vomir avant d'avoir eu le hockey du centre antipoison. Donc ça c'est les intoxications orales, on appelle ça centre antipoison. Puis intoxication oculaire, si vous n'avez dans les yeux, idéalement mettez-vous des lunettes. Hein?
Mais si vous n'avez dans les yeux, une douche oculaire pendant 15 minutes, et c'est tout simplement, ça devrait bien aller. Comme ça. Donc, c'était rapidement, j'ai fait ça en 20 minutes, super. Chapitre 8, la théorie de chapitre 8. Puis chapitre 9, les interventions d'urgence. Donc, vous avez un petit exercice sur le Classroom que j'ai fait dernièrement. Puis c'est ça. Je vous reviens cette semaine avec les calculs. Puis après ça, ben, la théorie va pas mal être terminée. Il va rester la semaine prochaine à faire la révision. Et la semaine d'après, les 2 semaines d'après, vous pourrez faire les examens. Donc, on se reparle bientôt, messieurs, dames.